Avant de commencer, écrivez dans les commentaires « Certaines âmes se reconnaissent ». Ça peut paraître étrange maintenant, mais à la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un enfant de 2 ans, c'est quelque chose qui défie tout ce que nous croyons savoir sur la mémoire, la mort et l'amour éternel. Préparez-vous à remettre en question l'impossible. Vous avez peut-être déjà ressenti cette douleur d'avoir perdu quelqu'un d'important, que l'amour véritable disparaît simplement quand la vie se termine, que certains liens sont trop fragiles pour survivre au temps. Mais et si je vous disais que certains liens sont si forts que même la mort ne peut les briser, que certaines âmes choisissent de revenir? Cette histoire contient des preuves impossibles, des révélations qui vont vous donner des frissons et une fin qui pourrait changer à jamais votre vision de la vie et de la mort. C'est un voyage émotionnel complet. Et même quand vous penserez avoir vu le plus impressionnant, les dernières minutes apportent une découverte qui va tout expliquer d'une façon que vous n'aviez jamais imaginée. Si cette histoire touche votre cœur, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Des histoires comme celle-ci ont besoin d'être partagées parce qu'elles parlent de ce qui compte vraiment, l'amour qui transcende tout. Un enfant de 2 ans qui décrit une maison qu'il n'a jamais vue. Des détails impossibles à connaître, une mère confrontée à l'inexplicable. Parfois, la vérité dépasse tout ce que nous croyons possible. Sophie Martin ajuste le petit bonnet de laine sur la tête de Timothée et sourit. À 28 ans, cette journaliste au regard perçant a appris à chérir ces moments simples avec son fils de 2 ans. Le quartier de Belleville, avec ses rues pavées et ses maisons anciennes, lui offre l'évasion parfaite après une semaine de travail intense. « Allez mon petit bonhomme, on va découvrir de nouveaux coins », murmure-t-elle en poussant la poussette le long de l'avenue. L'automne parisien peint les feuilles d'or et de rouge. L'air frais porte l'odeur caractéristique des châtaignes grillées. Et Sophie respire profondément. Ces balades du samedi matin sont devenues le rituel depuis que Marc, le père de Timothée, a quitté leur vie il y a 6 mois. Timothée, avec ses boucles blondes qui dépassent de son bonnet et ses yeux bleus pétillants, gazouille joyeusement en pointant du doigt les pigeons qui s'envolent. Sophie adore ces instants où son fils découvre le monde avec cette curiosité pure que seuls possèdent les enfants. Ils tournent dans une rue qu'elle n'avait jamais explorée auparavant. La rue Émile Durand s'étend devant eux, bordée de maisons du XIXe siècle aux façades patinées par le temps. Certaines ont été rénovées avec goût, d'autres portent les stigmates de l'abandon. C'est alors que Timothée se redresse brusquement dans sa poussette. « Maman, maman, arrête !» Sophie freine, surprise par l'urgence de la voix de son fils. Timothée pointe son petit doigt vers une maison située au numéro 47, une bâtisse de 3 étages aux volets fermés et au jardin envahi par les mauvaises herbes. « Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ?» Le petit garçon se débat pour sortir de sa poussette, ses yeux fixés sur la demeure abandonnée. Sophie le libère de ses sangles et Timothée court vers la grille rouillée avec une détermination qui la surprend. « Maman, maman, c'est ma maison d'avant !» s'exclame-t-il en agrippant les barreaux. Sophie sent un frisson lui parcourir l'échine. « Ta maison d'avant ? Qu'est-ce que tu veux dire, Timothée ?» L'enfant colle son visage contre la grille, ses petites mains tremblantes d'excitation. « C'est ici que j'habitais avant, avec ma première maman !» Les mots résonnent dans l'air automnal comme un écho venu d'ailleurs. Sophie s'agenouille à côté de son fils, le cœur battant. « Timothée, c'est la première fois que nous venons dans cette rue, tu n'as jamais vécu ici. » Mais le petit garçon secoue la tête avec conviction. « Si, maman, regarde, la cuisine est bleue, et l'escalier en bois, il fait du bruit à la 3e marche. » La voix de Sophie se brise légèrement. Comment son fils de 2 ans peut-il décrire l'intérieur d'une maison fermée ? Sophie reste figée devant la grille, observant son fils qui continue de scruter la maison abandonnée avec une familiarité troublante. Les mots de Timothée résonnent encore dans sa tête. « La cuisine est bleue. L'escalier fait du bruit à la 3e marche. » Comment peut-il savoir cela ? « Timothée, mon chéri, viens. On rentre à la maison, » dit-elle d'une voix qu'elle aspère rassurante. Mais l'enfant résiste, ses petites mains agrippées aux barreaux rouillés. « Non, maman, je veux voir Rex. »« Rex ? Qui est Rex ? » ?»« Mon chien d'avant. Il est gentil, il a des poils dorés, et il mange toujours sous la table de la cuisine bleue. » Le sang de Sophie se glace. Son fils n'a jamais eu de chien et elle ne lui a jamais parlé de Golden Retriever. D'où viennent ces détails si précis ? Avec douceur, mais fermeté, elle parvient à détacher Timothée de la grille et le remet dans sa poussette. Tout au long du chemin du retour,
L'enfant ne cesse de babiller sur sa maison d'avant, sur Marguerite qui faisait des gâteaux au chocolat et sur la chambre avec les étoiles au plafond. Une fois chez elle, dans leur petit appartement du 11e arrondissement, Sophie installe Timothée devant ses jouets et allume son ordinateur portable. Ses doigts tremblent légèrement tandis qu'elle tape l'adresse dans le moteur de recherche. 47 rue Émile Durand, Paris. Les premiers résultats la font sursauter. Un article du Parisien daté d'il y a 8 ans apparaît à l'écran. Tragique accident de voiture à Belleville, une famille entière décédée. Sophie lit avec attention fiévreuse. Marguerite Lemaire, 32 ans, et son fils Lucas, 2 ans, ont trouvé la mort dans un accident de la circulation hier soir sur le périphérique. Le père de famille, Pierre Lemaire, 35 ans, était au volant. Aucun survivant. Les mains de Sophie se mettent à trembler. Lucas, 2 ans, le même âge que Timothée aujourd'hui. Elle continue de lire, découvrant que la famille habitait effectivement au 47 rue Émile Durand. « Maman ?» La petite voix de Timothée la tire de ses pensées. « Pourquoi tu pleures ?» Sophie ne s'était même pas rendu compte que des larmes coulaient sur ses joues. Elle ferme rapidement l'ordinateur et se dirige vers son fils. « Ce n'est rien, mon cœur. Dis-moi, qui est Marguerite ?» Timothée lève ses grands yeux bleus vers elle, avec cette candeur propre aux enfants. « C'est ma première maman. Elle sentait bon la vanille et elle me chantait des berceuses. Elle avait des cheveux longs et bruns et elle portait toujours un collier avec une petite étoile. » Sophie déglutit difficilement. Dans l'article, il y avait une photo de Marguerite Lemaire, cheveux longs et bruns, et autour du cou, bien visible, un délicat collier orné d'une étoile. Comment son fils peut-il connaître ces détails ? Une pensée folle traverse son esprit, une possibilité qu'elle refuse d'envisager. Cette nuit-là, Sophie ne trouve pas le sommeil. Allongée dans son lit, elle écoute la respiration paisible de Timothée dans la chambre d'à côté. Les mots de son fils tournent en boucle dans sa tête. Ma première maman, Rex, la cuisine bleue. Au petit matin, une résolution ferme s'empare d'elle. Il faut qu'elle en ait le cœur net. Elle ne peut pas laisser cette histoire sans explication. Après avoir déposé Timothée chez sa nounou, Sophie retourne rue Émile Durand. En plein jour, la maison abandonnée paraît encore plus désolée. La peinture s'écaille sur les volets, les mauvaises herbes ont envahi le petit jardin, et une pancarte « À vendre » penche tristement près du portail. Sophie sonne chez les voisins. Au numéro 45, une dame âgée aux cheveux blancs entr'ouvre sa porte avec méfiance. « Excusez-moi, madame, je m'appelle Sophie Martin. Je voudrais vous poser quelques questions sur la maison d'à côté. » « Vous êtes journaliste ?» demande la dame avec suspicion. « Oui, mais ce n'est pas pour un article. C'est personnel. » La dame, qui se présente comme Madame Dubois, finit par l'inviter à entrer. Son petit salon sent la lavande et le thé Earl Grey. Des photos de famille ornent chaque surface disponible. « Vous saviez que les Lemaire habitaient au 47 ?» demande Sophie en acceptant une tasse de thé. Le visage de Madame Dubois s'assombrit. « Bien sûr, quelle tragédie. Marguerite était une si gentille voisine, et le petit Lucas, un amour d'enfant. » Sophie sent son cœur s'accélérer. « Pouvez-vous me parler d'eux ?» Marguerite adorait jardiner. Elle avait planté des roses trémières le long de la clôture, et elle faisait les meilleurs gâteaux au chocolat du quartier. Madame Dubois sourit tristement. Lucas la suivait partout, avec son petit train rouge à la main. Il s'en séparait jamais. Un train rouge ? Sophie manque de renverser sa tasse. Oh oui, il le traînait partout derrière lui, et il avait cette manie de cacher ses joies dans le placard de sa chambre. Marguerite me disait toujours qu'elle retrouvait ses trésors dans les endroits les plus improbables. Madame Dubois se lève et va chercher une photo sur sa cheminée. « Tenez, regardez, c'était le dernier été, peu avant l'accident. » Sophie observe le cliché. Une jeune femme brune avec un collier étoile, tenant dans ses bras un petit garçon blond aux yeux bleus. À leurs pieds, un golden retriever aux poils dorés. « C'est Rex », murmure Madame Dubois.
Il est mort de chagrin quelques semaines après l'accident. Il refusait de manger, restait devant la maison à attendre leur retour. Les larmes montent aux yeux de Sophie. Le petit Lucas sur la photo ressemble étrangement à Timothée. Même regard, même sourire espiègle. Madame Dubois, je dois vous dire quelque chose d'incroyable. Mon fils de 2 ans connaît tous ces détails. Il parle de Marguerite comme de sa première maman. Il décrit Rex, la cuisine bleue. La vieille dame pose sa tasse d'une main tremblante. Mon Dieu, vous croyez que... Je ne sais plus quoi croire, mais il faut que je découvre la vérité. Madame Dubois se lève lentement et disparaît dans une pièce adjacente. Sophie entend le bruit d'un tiroir qui s'ouvre, puis des pas qui reviennent. La vieille dame tient dans ses mains un petit carnet à la couverture usée. « Marguerite m'avait confié ceci quelques jours avant l'accident », dit-elle d'une voix émue. Elle tenait un journal sur Lucas. Ses premiers mots, ses habitudes, ses petites manies, elle voulait tout garder en mémoire. Sophie prend le carnet avec des mains tremblantes. Sur la première page, une écriture fine et soignée. « Journal de mon petit Lucas, par maman. Elle m'avait dit, si jamais il m'arrive quelque chose, gardez ceci, c'est tout ce qui restera de notre bonheur. Je n'ai jamais eu le courage de le lire entièrement, c'est trop douloureux. » Sophie ouvre délicatement le carnet. Les pages jaunies révèlent l'amour immense d'une mère pour son enfant. Chaque anecdote, chaque sourire, chaque progrès de Lucas y est consigné avec une tendresse infinie. Lucas refuse de manger ses épinards, mais adore tremper ses biscuits dans mon café du matin. Il dit toujours « Maman café » en pointant ma tasse. Sophie sursaute. Timothée fait exactement la même chose chaque matin. Il réclame toujours à tremper ses biscuits dans son café. Elle continue de lire, le cœur battant. Hier, Lucas a encore fait son petit rituel avant de dormir. Il aligne tous ses petits soldats sur le rebord de la fenêtre, pour protéger la maison, dit-il. Puis, il cache son train rouge sous son oreiller. Les larmes montent aux yeux de Sophie. Timothée fait exactement ces gestes chaque soir, sans qu'elle ait jamais su pourquoi. Elle avait pensé que c'était de simples habitudes d'enfant. Lucas a une peur panique des sirènes. Dès qu'il en entend une, il se cache derrière mes jambes et tremble. Le pédiatre dit que c'est normal à son âge, mais moi, j'ai l'impression qu'il a vécu quelque chose de traumatisant. Sophie ferme brusquement le carnet. Timothée aussi panique à chaque sirène. Elle avait consulté plusieurs spécialistes sans jamais trouver d'explication. « Madame Dubois, je dois vous demander quelque chose d'étrange. Marguerite parle d'un train rouge caché sous l'oreiller. Savez-vous ce qu'il est devenu ?» La vieille dame réfléchit. « Je suppose qu'il est resté dans la maison. Après l'accident, personne n'a voulu s'occuper de vider les lieux. C'est resté en l'état. Les propriétaires attendaient que le temps passe pour vendre. Vous pensez qu'on pourrait entrer ?» Madame Dubois hésite, puis se dirige vers un tiroir de cuisine. Elle en sort un trousseau de clés usées. « Marguerite m'avait laissé un double pour arroser ses plantes quand elle partait en week-end. Je n'y suis jamais retournée depuis. Trop de souvenirs. » Sophie regarde les clés comme si elle renfermait tous les secrets de l'univers. Si votre fils connaît vraiment l'intérieur de cette maison, s'il sait vraiment où Lucas cachait ses jouets, alors nous aurons notre réponse. Le lendemain matin, Sophie récupère Timothée chez sa nounou avec une étrange sensation au creux de l'estomac. Les clés de la maison abandonnée pèsent lourd dans sa poche. Elle a passé la nuit à se demander si elle n'était pas en train de perdre la raison. « On va se promener, mon cœur ?» demande-t-elle à son fils en l'installant dans sa poussette. « Oui, on va voir ma maison d'avant » répond aussitôt Timothée, ses yeux brillants d'excitation. Sophie frissonne. Comment peut-il savoir qu'ils y retournent ? Rue Émile Durand, Madame Dubois les attend devant le portail du numéro 47, emmitouflée dans un long manteau noir. Son visage trahit un mélange d'appréhension et de curiosité. « Je n'y suis pas retournée depuis 8 ans, murmure-t-elle en insérant la clé dans la serrure rouillée. J'espère qu'elle fonctionne encore. Le portail grince en s'ouvrant. Timothée se redresse dans sa poussette, pointant du doigt vers la porte d'entrée. « La clé est sous le pot de fleurs !» s'exclame-t-il. Sophie et Madame Dubois échangent un regard stupéfait.
La vieille dame soulève le pot de géranium desséché près de la porte. Effectivement, une clé dorée y est dissimulée. Marguerite cachait toujours une clé de secours ici, souffle Madame Dubois. Mais comment votre fils peut-il le savoir? Le cœur de Sophie bat si fort qu'elle a l'impression qu'il va exploser. Elle libère Timothée de sa poussette et l'enfant court vers la porte avec une assurance déconcertante. L'intérieur de la maison est plongé dans une pénombre poussiéreuse. L'air sent le renfermé et la nostalgie. Madame Dubois trouve l'interrupteur et la lumière révèle un salon figé dans le temps. Des jouets d'enfants traînent encore sur le tapis, une tasse de café à moitié vide repose sur la table basse. « Maman, regarde !» Timothée se précipite vers la cuisine. Sophie le suit, le souffle coupé. Les murs sont effectivement peints en bleu ciel, exactement comme son fils l'avait décrit. Des dessins d'enfants ornent encore le réfrigérateur et une chaise haute trône près de la table. « C'est là que je mangeais mes céréales !» dit Timothée en désignant la chaise haute. « Et Rex, il attendait toujours les miettes sous la table. » Les jambes de Sophie se dérobent sous elle. Elle s'agrippe à le plan de travail pour ne pas tomber. Comment un enfant de 2 ans peut-il connaître ces détails? Timothée s'élance déjà vers l'escalier. « Je vais chercher mon train !»« Attention, Timothée !» se lance là sa poursuite. L'enfant grimpe les marches avec agilité. À la 3e marche, le bois craque bruyamment, exactement comme il l'avait prédit. « Tu vois, maman? Elle fait du bruit !» À l'étage, Timothée se dirige sans hésitation vers une porte au fond du couloir. Il l'ouvre et pénètre dans ce qui était visiblement une chambre d'enfant. Les murs sont décorés d'étoiles phosphorescentes au plafond, un petit lit à barreaux trône au feutre et des peluches oubliées gisent sur le sol. « Ma chambre !» s'exclame-t-il avec joie. Il se précipite vers une armoire et ouvre la porte du placard. Timothée fouille dans le placard, avec une détermination qui glace le sang de Sophie. Ses petites mains écartent de vieux vêtements d'enfant, explorent les recoins sombres. Soudain, il pousse un cri de joie. « Il est là! Mon train !» Au fond du placard, dissimulé derrière une pile de couvertures poussiéreuses, Timothée extrait un petit train rouge en métal. La peinture est écaillée, mais l'objet est parfaitement reconnaissable. Il le serre contre son cœur avec une tendresse qui brise celui de Sophie. « Tu m'as manqué, mon train », murmure-t-il en caressant le jouet. Madame Dubois s'effondre sur le petit lit, ses mains tremblant d'émotion. « C'est impossible. Personne ne savait où Lucas cachait ce train. Personne sauf Marguerite et moi. » Sophie se laisse glisser le long du mur, submergée par l'évidence. Son fils vient de prouver l'impossible. Il connaît cette maison dans ses moindres détails et il a retrouvé un jouet caché par un autre enfant, mort 8 ans auparavant. Timothée s'assoit en tailleur sur le tapis et fait rouler son train, exactement comme l'aurait fait n'importe quel enfant de 2 ans. Mais ce geste simple prend une dimension surnaturelle dans ce contexte. « Maman, pourquoi tu pleures ?» demande-t-il, en levant ses grands yeux bleus vers elle. « Je ne sais pas, mon chéri. Dis-moi, tu te souviens d'autre chose sur cette maison ?» Timothée réfléchit, son petit front plissé par la concentration. « Marguerite me lisait des histoires ici le soir. Elle sentait bon la vanille. Et papa Pierre, il me faisait voler dans ses bras dans le jardin. » Le cœur de Sophie se serre. Pierre était le prénom du père de Lucas, mort dans l'accident. Et Rex, où dormait Rex? Dans la cuisine, sur son coussin bleu. Il ronflait très fort. Timothée rit de ce souvenir, un rire cristallin qui résonne étrangement dans cette chambre abandonnée. Soudain, l'humeur de l'enfant change. Son visage se crispe, ses yeux se voilent de terreur. Il lâche son train et se recroqueville sur lui-même. « Le grand bruit! La fumée! J'ai peur !» Sophie se précipite vers lui et le prend dans ses bras. Timothée tremble de tout son corps, en proie à une panique incompréhensible. « Maman, il y a eu le grand bruit, et après tout était noir. J'ai appelé Marguerite, mais elle ne répondait plus. J'avais froid, j'avais peur. » Les larmes coulent sur les joues de Sophie. Son fils revit le traumatisme de l'accident de voiture qui a tué Lucas. Ces souvenirs terrifiants ont traversé la mort et la renaissance. « C'est fini, mon cœur. Tu es avec moi. Maintenant, tu es en sécurité. » Mais Timothée continue de trembler. « Après le noir, j'ai cherché Marguerite partout. J'ai attendu longtemps, très longtemps.
Et puis, je t'ai trouvé, maman. Tu es venue me chercher. Sophie comprend qu'elle assiste à quelque chose de bouleversant. L'âme de Lucas, perdue après la mort, a trouvé refuge dans le corps de son fils. Les jours suivants, Sophie vit dans un état second. Elle a pris rendez-vous avec le docteur Martin, un thérapeute spécialisé dans les phénomènes de mémoires antérieures. Son cabinet, situé dans le 7e arrondissement, dégage une atmosphère apaisante avec ses murs blancs et ses plantes vertes. Madame Martin, les cas comme celui de votre fils sont rares, mais pas impossibles, explique le docteur Martin, un homme d'une 50aine d'années au regard bienveillant. Certains enfants conservent des souvenirs traumatiques de vie précédente, surtout quand la mort a été soudaine et violente. Timothée joue sagement avec ses cubes sur le tapis du cabinet, mais Sophie remarque qu'il évite soigneusement les voitures en plastique parmi les jouets. « Docteur, mon fils fait des cauchemars terrifiants. Il refuse catégoriquement de monter en voiture. Hier, quand une sirène d'ambulance a retenti dans la rue, il s'est caché sous la table en criant « Le grand bruit revient !» Le docteur Martin hoche la tête avec compréhension. Le trauma de l'accident de voiture a marqué son âme au fer rouge. Ces peurs sont des résidus de sa mort précédente. Nous devons l'aider à s'en libérer. Vous croyez vraiment que mon fils est la réincarnation de Lucas ? Les preuves que vous m'apportez sont troublantes. La connaissance précise des lieux, des personnes, des objets cachés. Timothée porte en lui l'essence de cet enfant disparu. Le thérapeute s'agenouille près de Timothée. « Dis-moi, petit bonhomme, tu te souviens de Marguerite ?» L'enfant lève ses yeux bleus, soudain empreint d'une tristesse profonde. « Marguerite était gentille, elle me manque. Aimerais-tu lui dire quelque chose ?» Timothée hésite, puis ferme les yeux. Sa voix change, devient plus posée, étrangement mature pour son âge. « Marguerite, c'est Lucas. Tu peux m'entendre ?» Sophie sent un frisson parcourir tout son corps. Ce n'est plus la voix de son fils de 2 ans. « Je suis désolé d'être partie, Marguerite. Je ne voulais pas te laisser toute seule, mais j'ai trouvé une nouvelle maman. Elle s'appelle Sophie et elle prend bien soin de moi. » Les larmes montent aux yeux de Sophie. L'enfant continue, les yeux toujours fermés. « Tu me manques beaucoup. Tes gâteaux au chocolat, tes berceuses, ton parfum à la vanille. Mais je ne peux plus rester avec toi. Il faut que je vive ma nouvelle vie. » Soudain, la température de la pièce semble chuter. Docteur Martin et Sophie s'échangent un regard stupéfait. Une présence invisible semble emplir l'espace. Timothée ouvre brusquement les yeux, mais ce n'est plus son regard d'enfant. Une sagesse ancienne s'y reflète. « Elle est là, » murmure-t-il. « Marguerite est là. Elle dit qu'elle comprend. Elle dit qu'elle a choisi Sophie pour être ma nouvelle maman parce qu'elle a un cœur pur. Elle me donne sa bénédiction. » L'enfant sourit, un sourire empreint d'une paix profonde. Elle dit qu'elle va enfin pouvoir partir en paix et que je dois apprendre à être heureux avec ma nouvelle famille. Les semaines qui suivent cette révélation spirituelle marquent le début d'une transformation profonde. Le docteur Martin met en place une thérapie douce pour aider Timothée à intégrer ses 2 identités, Lucas du passé et Timothée du présent. L'objectif n'est pas d'effacer les souvenirs de Lucas, explique-t-il à Sophie lors d'une séance, mais d'aider Timothée à comprendre qu'il peut honorer son passé tout en embrassant pleinement sa nouvelle vie. Sophie observe son fils avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Chaque jour apporte son lot de progrès. Timothée a recommencé à dessiner, des maisons avec des cheminées qui fument, des familles souriantes, des chiens dorés qui courent dans des jardins. « Regarde, maman !» dit-il un matin en lui montrant un dessin. « C'est Rex qui joue avec le nouveau chien qu'on aura plus tard. » Sophie sourit. Son fils commence à projeter dans l'avenir plutôt que de rester prisonnier du passé. La breakthrough majeure arrive un jeudi pluvieux de novembre. Sophie emmène Timothée faire des courses et pour la première fois depuis des mois, l'enfant accepte de monter en voiture sans pleurer. « Tu n'as plus peur, mon cœur ?» Timothée attache soigneusement sa ceinture de sécurité, ses petites mains fermes et déterminées. Lucas avait peur des voitures, mais moi, je suis Timothée, et Timothée, il est courageux. Les larmes de joie perlent aux yeux de Sophie. Son fils apprend à distinguer entre les traumatismes de Lucas et sa propre personnalité. Dans le cabinet du docteur Martin, les progrès se confirment. Timothée joue maintenant avec toutes sortes de jouets, y compris les petites voitures qu'il évitait auparavant. « Docteur, j'ai rêvé de Marguerite hier soir », raconte l'enfant lors d'une séance. « Elle était dans un jardin très beau, avec des fleurs partout. Elle m'a dit qu'elle était heureuse maintenant.
Et toi, comment tu te sentais dans ce rêve? Content pour elle, et content d'être avec maman Sophie aussi. On peut aimer deux mamans en même temps, hein, docteur? Le docteur Martin échange un regard ému avec Sophie. Bien sûr, Timothée, l'amour n'a pas de limite. Un mois plus tard, un événement surprenant se produit. Sophie reçoit un appel de Madame Dubois. « Ma chère Sophie, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai retrouvé autre chose qui appartenait à Marguerite. » Lorsqu'elle se retrouve, la vieille dame tend à Sophie une enveloppe scellée. « Marguerite m'avait donné ceci en même temps que le carnet. Elle m'avait dit « Si un jour quelqu'un vient chercher Lucas, remets-lui cette lettre. » Sur le moment, je n'avais pas compris. Maintenant, je sais que c'était destiné à vous. Sophie ouvre l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, une lettre écrite de la même écriture fine que le carnet. Sophie déplie la lettre de Marguerite avec des mains tremblantes. L'écriture fine et élégante semble vivante sur le papier jauni par le temps. À celle qui prendra soin de mon Lucas dans sa prochaine vie. Je ne sais pas qui tu es, mais je sens que tu existes quelque part. Hier soir, j'ai fait un rêve étrange. J'ai vu une jeune femme aux cheveux châtains, avec des yeux doux et un sourire bienveillant. Elle tenait dans ses bras un petit garçon qui ressemblait à mon Lucas, mais qui portait pourtant un autre nom. Dans ce rêve, j'ai compris que si quelque chose m'arrivait, l'âme de mon fils trouverait refuge auprès de cette femme. Je ne crois pas au hasard, je crois que les âmes se choisissent, se retrouvent, se protègent mutuellement à travers les vies. Si tu lis cette lettre, c'est que l'impossible s'est produit. Mon Lucas vit en ton enfant. Prends soin de lui comme j'aurais voulu pouvoir le faire. Aide-le à guérir des blessures que la mort a laissées dans son âme. Apprends-lui à rire de nouveau, à faire confiance, à aimer sans peur. Je voulais aussi te dire quelque chose d'important. Dans le grenier de la maison, derrière la poutre de gauche, j'ai caché une boîte en métal. Elle contient des photos de Lucas, des mèches de ses cheveux et son doudou préféré, un petit éléphant bleu qu'il appelait Peanut. Je les ai mis là pour que personne ne les trouve, sauf celui ou celle qui devait vraiment les avoir. Emmène Lucas, ton enfant, faire ses adieux à cette vie passée. Aide-le à comprendre qu'il peut garder l'amour que nous partagions tout en construisant un avenir nouveau avec toi. Je ne serai plus là physiquement, mais mon amour pour lui transcende la mort. Et maintenant, cet amour s'étend à toi aussi, parce que tu es devenue sa nouvelle maman. Merci de l'avoir accueilli, merci de lui donner une seconde chance de bonheur. Avec toute ma gratitude et mon amour éternel, Marguerite. Sophie termine la lecture, les joues inondées de larmes. Cette lettre prophétique, écrite des aînés avant la naissance de Timothée, confirme que leur rencontre était écrite dans les étoiles. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Timothée vient se blottir contre elle. « Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mon chéri, ce sont des larmes de gratitude. Marguerite nous a laissé un cadeau très spécial. » Le lendemain, Sophie, Timothée et Madame Dubois retournent dans la maison abandonnée. Cette fois, ils montent au grenier poussiéreux. Derrière la poutre de gauche, exactement comme l'indiquait la lettre, ils trouvent une boîte métallique. À l'intérieur, des photos de Lucas bébé, souriant dans les bras de Marguerite. Des mèches de cheveux blonds soigneusement conservées dans un petit séché. Et surtout, un éléphant en peluche bleue, usé par les câlins. Timothée saisit délicatement l'éléphant et le serre contre son cœur. « Peanut, tu m'as tellement manqué !» Sophie comprend que le moment est venu. Le moment pour Timothée de faire ses adieux définitifs à Lucas, pour embrasser pleinement son identité nouvelle. 6 mois ont passé depuis cette découverte bouleversante. Sophie organise une dernière visite à la maison de la rue Émile Durand. Cette fois, c'est différent. Elle vient accompagnée du docteur Martin et de Madame Dubois pour une cérémonie d'adieu symbolique. Timothée, maintenant âgé de 2 ans et demi, tient fermement la main de sa mère. Dans son autre bras, il serre Peanut, l'éléphant bleu retrouvé. Ses cauchemars ont disparu, ses peurs se sont apaisées. Dans la chambre aux étoiles phosphorescentes, Sophie a disposé des bougies blanches en cercle. L'atmosphère est douce et recueillie. « Timothée, mon chéri,
Aujourd'hui, nous allons dire au revoir à Lucas, pas pour l'oublier, mais pour lui permettre de reposer en paix, pendant que toi, tu vis ta belle vie de petit garçon. » L'enfant hoche la tête avec une gravité touchante. Il pose délicatement le petit train rouge au centre de la chambre, puis s'agenouille à côté. « Au revoir, Lucas, » murmure-t-il de sa petite voix claire. « Merci pour tous les beaux souvenirs. Merci pour Marguerite, pour Rex, pour cette jolie maison. Mais maintenant, je suis Timothée. J'ai une nouvelle maman qui m'aime très fort, et on va avoir plein d'aventures ensemble. » Il lève ses yeux bleus vers Sophie. « Maman, je peux garder Pinot ?»« Bien sûr, mon cœur. Pinot fait partie de toi maintenant. » Timothée place tendrement l'éléphant à côté du train rouge, puis murmure « Pinot, tu vas veiller sur les souvenirs de Lucas ici. Moi, je dois partir maintenant. » Une brise légère traverse la pièce, faisant vaciller les flammes des bougies. Sophie sent une présence bienveillante, comme un dernier baiser invisible sur le front de son fils. Madame Dubois s'essuie les yeux discrètement. Je sens qu'elle approuve. Marguerite approuve. En sortant de la maison, Timothée se retourne une dernière fois. « Au revoir, ma maison d'avant. Merci pour tout. » Puis il court vers Sophie, ses petites jambes le portant avec légèreté vers l'avenir. « Maman, on peut aller au parc? Je veux faire du toboggan. » Sophie éclate de rire, ce rire libérateur qui sonne comme une renaissance. « Bien sûr, mon amour. » 1 an plus tard, Sophie et Timothée vivent dans un nouvel appartement avec un petit jardin. L'enfant a retrouvé toute la joie insouciante de ses 3 ans. Il ne parle plus de sa vie d'avant, mais parfois, Sophie le surprend à chuchoter des mots doux à Pinot. Le carnet de Marguerite trône sur l'étagère de Sophie, précieux témoignage d'un amour qui a traversé la mort. Parfois, quand Timothée dort, elle le remercie silencieusement d'avoir choisi de revenir vers elle. Leur histoire a prouvé que certains liens sont éternels, que l'amour véritable transcende toutes les barrières, même celles entre la vie et la mort. Timothée porte en lui la bénédiction de 2 mères, et c'est cette demoprotection qui fait de lui un petit garçon si lumineux. L'âme de Lucas repose enfin en paix, et celle de Timothée peut s'épanouir pleinement dans cette nouvelle existence remplie d'amour inconditionnel.